Merci, merci Claudine. Je voudrais pour commencer dire que je suis extrêmement heureux de la tenue de ce colloque et très honoré de l'invitation d'y participer. Ceux qui connaissent un peu mon parcours ne seront pas étonnés que j'ai choisi quelques textes récents de Jacques Bouvresse relatifs à la philosophie de Carnap pour engager et prolonger en fait le dialogue avec lui. Donc je parlerai de tolérance et rationalité. Si l'intolérance en philosophie prend fréquemment la forme du rejet non argumenté de textes ou d'auteurs dont on ne partage pas les idées, on peut dire à contrario que les écrits et l'enseignement de Jacques Bouvresse témoignent d'une rare tolérance, lui qui a consacré articles et cours à l'examen et à la défense d'auteurs injustement ignorés, dont la pensée ne s'accorde pourtant que très partiellement à la sienne. Mais il a aussi bien, et peut-être même davantage encore, su montrer qu'en philosophie comme ailleurs, il importait de reconnaître les limites de la tolérance, de critiquer ce qui est rationnellement intolérable, en menant au besoin pour la défense de la rationalité un véritable combat. On peut comprendre par conséquent les réticences que Jacques Bouvresse a récemment exprimées à l'égard de la tolérance, au sens que Carnap donne à ce terme, qui implique de renoncer à l'argumentation philosophique au sens traditionnel, y compris lorsqu'il s'agit de s'opposer à des thèses que le partisan de la tolérance juge lui-même irrationnelles. Dans un texte relativement récent, consacré à la question de savoir ce qu'il peut rester de la philosophie après la syntaxe logique du langage, Jacques Bouvresse se demande si une interprétation radicale de la tolérance ne confine pas à une forme d'indifférence philosophique. Selon le principe de tolérance énoncé au début des années 30, chacun est libre d'adopter le cadre linguistique le plus adéquat aux fins qui sont les siennes, sans qu'il soit nécessaire, ni même recommandable, d'apporter aucune justification philosophique de son choix. En logique, précise Carnap, il n'y a pas de morale, pas d'interdit, il suffit que chacun dise quelles sont les règles linguistiques qu'il ou elle souhaite adopter, afin de rendre possible une discussion rationnelle de ses choix. On saisirait mal l'enjeu de ce principe si l'on ne précisait pas qu'il est adossé à ce que Koffa appelle la thèse de la métalogique, selon laquelle une thèse philosophique bien comprise n'est en réalité rien d'autre que la décision d'adopter une forme de langage ou un cadre linguistique particulier. Être empiriste, c'est choisir de s'exprimer dans un langage empiriste. Être réaliste, c'est adopter un cadre linguistique de style réaliste, sans que l'adoption de ce cadre ait à recevoir une quelconque justification théorique ou philosophique préalable. Le choix d'un cadre est l'effet d'une décision pratique, et c'est cela qui, précisément, rend possible l'adoption du principe de tolérance. Jacques Bouvresse s'interroge sur les conséquences d'un tel déflationnisme philosophique, impliqué par le principe de tolérance, et sur ce qu'il peut rester, au juste, des controverses et des discussions philosophiques si l'on se résout à l'adoption de ce principe. Car une fois qu'on a reconnu qu'une question philosophique n'a pas du tout le sens que lui donnent habituellement les philosophes, par exemple que la question de l'existence des choses matérielles ou des objets mathématiques ne porte pas sur ces choses ou sur ces objets, mais sur un langage de choses ou un langage d'objets mathématiques, une fois qu'on a reconnu en conséquence que ce genre de question n'appelle pas une réponse cognitive, mais une décision pratique, il n'y a plus lieu de défendre véritablement une thèse, mais seulement d'exposer ce qui motive le choix d'un certain langage dont on recommande l'usage. On peut ici distinguer deux problèmes. Le premier résulte de la déflation. À quoi bon continuer à philosopher si le seul enjeu est celui du choix d'un langage ? Cela ne revient-il pas à renoncer aux questions les plus essentielles en philosophie ? Le second problème résulte de la tolérance proprement dite. Si chacun est libre de choisir le langage le plus adéquat aux fins qu'il ou elle se propose, la voie n'est-elle pas ouverte aux choix les plus irrationnels ? Par exemple, la formulation d'énoncés qui contredisent les théories scientifiques bien confirmées ou dont la signification est totalement obscure, sans que l'adepte de la tolérance puisse objecter quoi que ce soit en termes de vérité, de fausseté ou de non-sens. Le corrélat de la tolérance est en effet l'affirmation d'une stricte distinction entre connaissance théorique et décision pratique, qui rend la seconde irréductible à la première. C'est l'affirmation d'une telle distinction qui donne son sens à l'idée du libre choix d'un cadre linguistique.
Pourtant, la tolérance carnapienne est en fait motivée par un point de vue rationaliste. Elle répond aux difficultés qu'avait soulevées le premier empirisme du cercle de Vienne, dont elle reprend néanmoins l'idéal d'une philosophie scientifique. Loin de renoncer à la lutte contre l'irrationalisme, Carnap entend la poursuivre par d'autres voies. Non plus en cherchant à prouver que certaines formulations sont dépourvues de signification, mais en proposant l'adoption d'un langage qui satisfasse les réquisites d'une conception scientifique du monde. La question est alors de savoir si cette réinterprétation tolérante de la philosophie scientifique n'implique pas de renoncer purement et simplement à une véritable opposition argumentée contre les représentants de certaines formes d'irrationalisme ou contre des positions philosophiques qui, sans être irrationnelles, sont différentes de celles qu'on souhaite soi-même défendre. Disons d'emblée pourquoi la forme que prend la tolérance dans la syntaxe logique du langage n'est guère satisfaisante et semble devoir être amendée. C'est un point que Jacques Bouvresse relève et discute dans l'article que j'ai cité. Que vaut l'affirmation selon laquelle les questions philosophiques bien comprises ne sont pas des questions qui portent sur les choses elles-mêmes, mais des questions de logique ou de langage? La justification qu'en donne Carnap dans la syntaxe logique est fondée sur une distinction assez problématique entre un mode formel et un mode matériel du discours. À mon sens, Koffa a raison de soutenir qu'on ne peut pas donner une interprétation cohérente du principe de tolérance si l'on conçoit ce qu'il nomme thèse de la métalogique comme une véritable thèse et non comme une proposition qu'on se propose d'adopter. En dépit de certaines formulations qui semble indiquer que Carnap affirme véritablement que les questions de philosophie sont des questions de langage, il ne peut, sous peine d'incohérence, que suggérer ou décider de les lire comme telles. Historiquement, cela correspond à la décision prise au début des années 30 de ne plus s'engager dans des débats philosophiques sur les fondements des mathématiques et de ramener ses recherches en logique à la construction d'un système linguistique capable de satisfaire un certain nombre de réquisites, dont par exemple la possibilité d'une reconstruction rationnelle de la science dans un système unitaire dans lequel les énoncés mathématiques seraient analytiques. Pour évaluer le principe de tolérance, il est donc indispensable, à mon sens, de le comprendre lui-même, non pas comme l'énoncé d'une thèse, mais comme l'effet d'une décision, celle de ne plus s'engager dans un certain type de débat et de controverse philosophique jugés stériles. Certains auteurs, comme Putnam, ont pensé, à tort à mon avis, que le principe de tolérance, parce qu'il suppose que les questions philosophiques traditionnelles, comme les questions d'ontologie, ne sont pas des questions de choses, mais des questions de langage, présuppose en fait une thèse vérificationniste. Mais cela reviendrait à lire le principe de tolérance comme impliquant une affirmation sur ce que sont réellement les thèses philosophiques, affirmation qui ne manquerait pas alors de s'appliquer à elle-même, ce qui entraînerait son propre rejet. En un sens, le point de vue de Carnap est plus radical dans la mesure où il rejette précisément toute forme d'affirmation philosophique du genre de celle dont Putnam veut croire qu'elle est présupposée par ce point de vue. Je suis donc sur ce point l'interprétation de Tom Ricketts contre celle de Putnam, et ce n'est du reste qu'à condition de comprendre l'adoption du principe de tolérance comme une décision pratique que les objections de Jacques Bouvresse prennent tout leur sens. Car le philosophe qui adopte le principe de tolérance ne fait pas que renoncer à s'engager dans un débat philosophique au sens traditionnel avec ceux qui défendent à ses yeux une position irrationaliste, il adopte une posture qui lui interdit tout simplement de le faire. Jacques Bouvresse soulève, après Koffa, la question de savoir ce que répondrait un philosophe carnapien à celui ou celle qui n'accepte pas le principe de tolérance et continuerait à proférer des paroles fausses ou, à ses yeux, dénuées de toute signification. Je ne pense pas du tout, pour ma part, que la réponse de Koffa, citée par Jacques Bouvresse, soit correcte. Selon Koffa, le Carnap de la syntaxe logique répondrait « Qui suis-je pour juger ? Je ne comprends assurément pas ce dont il parle, mais je ne suis plus un dogmatique comme Wittgenstein. Laissons chacun agir comme il le choisit et vivons tous en paix. »
Cette réponse supposée fait comme si l'adoption du principe de tolérance signifiait un renoncement à la lutte contre l'irrationalisme. Or, il me semble parfaitement clair que du point de vue de Carnap, ce n'est absolument pas le cas. Adopter la tolérance, c'est reconnaître ou estimer que certaines controverses censées porter sur ce qui est peuvent se comprendre comme une divergence relative aux règles qui régissent le langage dans lequel on s'exprime. Or, cela n'équivaut pas à donner à l'irrationaliste son blanc-seing ou à adopter une attitude indifférente. Car le partisan de la tolérance continue à rejeter ce qu'il juge irrationnel par les moyens argumentatifs qu'il juge appropriés de son point de vue, c'est-à-dire en faisant appel aux ressources de l'analyse logique et aux connaissances théoriques les mieux confirmées, et en usant éventuellement de persuasion. Son point de vue continue donc d'être celui d'une philosophie scientifique, liée de manière essentielle à l'état de la science à une époque donnée, mais qui reconnaît simplement les limites de l'argumentation lorsqu'elle s'adresse à quelqu'un qui, lui-même, n'en reconnaît pas les normes. Pour comprendre la tolérance carnapienne, il importe d'observer qu'elle implique une double décision. Celle de renoncer aux controverses philosophiques censées porter sur la réalité des choses au profit d'une discussion sur les formes de langage, et, deuxièmement, celle d'adopter ou de rechercher un cadre linguistique particulier capable de satisfaire certaines des exigences caractéristiques de l'empirisme. Unité de la science, explication de l'analyticité, vérificationnisme, pour le dire très rapidement, et pour s'en tenir à quelques-unes des idées les plus connues, en laissant donc de côté, ce n'est pas le sujet maintenant, donc le détail d'une définition de cet empirisme-là, cet empirisme particulier. Ce qui est frappant, si l'on accepte cette interprétation du principe de tolérance et de l'usage que Carnap en fait, est de voir que ce qui est habituellement compris et présenté comme des thèses, typiques d'une philosophie généralement considérée aujourd'hui comme purement et simplement réfutée, est en fait l'expression d'un ensemble de conditions ou de caractères qu'il s'agit de chercher à réaliser sous la forme d'un cadre linguistique déterminé, conditions que l'on peut de ce fait difficilement éviter d'associer à certaines valeurs. De fait, dans bon nombre de textes de Carnap, il n'est pas tant question de la défense ou de la réfutation de thèses que de savoir quels sont les avantages et les inconvénients de telle ou telle méthode d'analyse, quelles propriétés résultent de tel ou tel choix lexical et grammatical pour la construction d'un langage, ou encore de la possibilité ou de l'opportunité d'avoir recours à tel métalangage plutôt qu'un autre. C'est exactement ce qu'on peut observer, par exemple, dans la syntaxe logique du langage, dans testabilité et signification, ou dans signification et nécessité. La méthode carnapienne peut ainsi prendre la forme de l'explication conceptuelle, par laquelle on se propose de montrer comment un explicandum, c'est-à-dire un concept plus ou moins bien défini et communément utilisé, pourrait être avantageusement remplacé par un explicatum qu'on se propose de construire, concept plus clair, mieux défini et capable de mieux remplir les fonctions qui étaient celles de l'explicandum. Il y a donc indéniablement une stratégie d'évitement de la controverse philosophique au sens traditionnel du terme, mais qui n'implique pas pour autant, à proprement parler, une indifférence philosophique. Les discussions philosophiques ne sont du reste pas du tout absentes des textes de Carnap, comme en témoignent les controverses avec Quine, Church, Popper, Wittgenstein et d'autres, mais à partir des années 30, on peut observer que Carnap les interprète presque systématiquement en termes d'options pour la construction d'un système linguistique, interprétation que ses interlocuteurs ne sont ou ne seraient du reste généralement pas du tout prêts à accepter. Pour prévenir une possible méprise sur cette interprétation de la tolérance comprise en termes de décision, il n'est probablement pas inutile de préciser que les décisions qui déterminent le choix d'un système linguistique particulier ne se prennent jamais dans le vide. Elles dépendent aussi de ce que sont les mathématiques, la physique, la métaphysique ou d'autres disciplines, et donc de leur pratique effective. Comme l'explique Carnap dans la syntaxe logique du langage, si une convention peut être librement choisie,
elle ne peut se révéler utile et féconde qu'à condition de tenir compte des meilleures connaissances théoriques dont on puisse disposer. En conséquence, l'évolution d'un domaine de la science peut tout à fait conduire à modifier les décisions prises, comme le montre l'exemple du tournant sémantique de la philosophie de Carnap après la publication des travaux de Tarski sur la définition de la vérité. Ainsi, s'il n'y a plus de sens à se demander si les mathématiques sont en soi analytiques, parce que l'analyticité est par définition relative à un langage, et si l'analyticité dépend donc du choix d'un cadre linguistique pour la reconstruction des mathématiques, un tel choix ne saurait être opéré dans l'ignorance des connaissances mathématiques, de leur usage et de leurs applications. L'analyticité des mathématiques, pour s'en tenir à cet exemple, est donc la proposition d'une certaine lecture, d'une interprétation, voire de la transformation de leurs concepts fondamentaux dans le cadre du programme d'explication conceptuelle visant le remplacement d'un explicandum par un explicatum. Mais un tel remplacement, qui requiert qu'une série de décisions soit prise, n'aurait aucun sens s'il s'effectuait dans l'ignorance de ce que sont positivement les mathématiques. Se pose alors inévitablement la question de savoir ce qui motive ou ce qui justifie le genre de décision dont il s'agit. Le point essentiel est qu'une telle décision est nécessairement pratique, ce qui signifie, comme l'explique Carnap, que ce qui la motive, au-delà des connaissances théoriques susceptibles de l'éclairer, sont des considérations telles que la simplicité, l'efficacité, l'opportunité, la commodité, ce qui laisse la possibilité d'une discussion rationnelle sur les moyens de satisfaire de telles exigences. Pourtant, l'idée que la discussion censée éclairer le choix d'un cadre linguistique soit réduite à ce genre de rationalité purement instrumentale n'est évidemment pas du tout satisfaisante. Car on comprend bien qu'il n'y a guère de sens à parler d'utilité ou d'efficacité en un sens absolu, et que les arguments en faveur du choix d'un cadre linguistique plutôt qu'un autre sont inévitablement relatifs à un but déterminé ou à un système de valeurs. On peut en effet difficilement éviter de se demander pourquoi il faudrait s'attacher à la construction d'un langage qui permette la réalisation de l'unité de la science, pourquoi il faudrait trouver une méthode d'analyse du langage qui réalise une stricte distinction entre énoncés analytiques et synthétiques, et ce qui motive la recherche d'un critère de la signification cognitive qui renverrait la métaphysique dans le domaine du non-sens. On peut également difficilement éviter de se demander ce qu'il y aurait à opposer à quelqu'un qui prendrait de toute autre décision en invoquant éventuellement des objectifs entièrement différents. On aimerait donc connaître ce qui motive la recherche d'un cadre linguistique pour l'empirisme tel que Carnap le conçoit, dès lors que la réponse n'est pas et ne peut pas être que la science est en elle-même unitaire, que les mathématiques sont en elles-mêmes analytiques et que la métaphysique est en elle-même dépourvue de signification. On pourrait donc s'attendre à ce que les controverses philosophiques traditionnelles sur ce qui est ne soient pas simplement remplacées par une analyse logique des propriétés des cadres linguistiques ou par une évaluation de leurs avantages et inconvénients relativement à une fin particulière, mais que soit également engagée une discussion philosophique sur les valeurs attachées à ce cadre linguistique empiriste, et qu'à défaut de pouvoir discuter de la vérité de l'empirisme, on puisse engager un débat philosophique sur ces valeurs. On pourrait également souhaiter qu'il soit possible d'engager un débat sur la question des valeurs elles-mêmes et de proposer ou de rechercher un critère qui permettrait d'établir l'irrationalité de certaines fins ou de certaines normes. Or, voilà précisément ce que Carnap s'abstient de faire, en ne reconnaissant l'existence d'aucune science des valeurs, ce qui a été un autre motif de critique du principe de tolérance qui pourrait justifier une seconde manière d'entendre l'objection d'une proximité entre tolérance et indifférence. Si l'interprétation de la tolérance qu'on propose ici est correcte, alors ce qu'elle requiert
est en fait, sinon une philosophie pratique, du moins quelques indications sur les principes non cognitifs qui président aux décisions qui sont prises. Ces principes ne sauraient se réduire à une connaissance théorique, car celle-ci peut éclairer, mais non déterminer une décision pratique, ni à quelque chose comme une connaissance pratique, car il n'existe tout simplement rien de tel aux yeux de Carnap. Du coup, ce qui est rendu problématique par l'adoption du principe de tolérance, c'est la possibilité de rendre compte des décisions qui sont prises afin qu'elles n'apparaissent pas comme purement arbitraires. Les commentateurs n'ont pas manqué de critiquer ce qu'on qualifie parfois de théorie émotiviste, précisément parce qu'en semblant exclure du discours rationnel la question des valeurs et des normes, Carnap n'offre aucune possibilité d'argumentation directe à l'encontre de décisions qu'on pourrait estimer non seulement irrationnelles, mais également moralement déraisonnables. En rejetant l'idée d'une science des valeurs susceptible d'autoriser une justification rationnelle des décisions pratiques, il semble se priver de toute argumentation contre des choix dont l'irrationalité n'est pas purement instrumentale, et ne pouvoir reconnaître dans la variété des décisions effectivement prises qu'une différence subjective de style ou de tempérament. Qu'un nombre assez important de commentaires ait été consacré ces dernières années à la philosophie pratique de Carnap n'est certainement pas le fruit du hasard, mais peut s'expliquer par la plus grande attention qui est aujourd'hui portée au principe de tolérance et à la méthode d'explication conceptuelle, dont on comprend mieux, depuis une période relativement récente, le caractère central dans sa philosophie. Se pose alors plus clairement la question d'une justification non purement théorique de ces décisions, et donc la question de la position de Carnap à l'égard des valeurs, à laquelle Jacques Bouvresse a lui aussi consacré ces dernières années plusieurs textes et plusieurs conférences. Les difficultés soulevées par l'émotivisme sont connues depuis fort longtemps. Mais l'intérêt des discussions les plus récentes vient du lien qui est maintenant explicitement établi avec le principe de tolérance. Une critique récurrente, formulée avec plus ou moins de force selon les auteurs, peut être résumée de la manière suivante. Dès lors que la philosophie théorique elle-même est fondée sur un principe dont l'application dépend en fait d'une décision que Carnap qualifie de pratique, le fait qu'elle soit proposée sans que soit élaborée aucune véritable théorie des valeurs ouvre la voie à l'arbitraire et à des décisions irrationnelles auxquelles aucune argumentation ne semble pouvoir être opposée. Les problèmes sont en fait multiples. On peut en effet se demander de quelles valeurs dépendent les décisions qui sont prises par Carnap pour la défense d'une certaine philosophie empiriste, selon quelles modalités de telles décisions sont prises, ou encore, en admettant qu'on puisse identifier des valeurs qui président aux décisions prises, s'il est possible de caractériser un procédé rationnel par lequel on puisse passer de l'identification de ces valeurs à la décision elle-même, quelque chose comme une théorie du choix rationnel. Pour considérer un exemple assez significatif, on peut s'interroger sur la décision d'exclure la métaphysique du champ de la science et même du champ des énoncés doués de signification. Car à supposer qu'on puisse surmonter les objections bien connues qui ont été opposées aux essais de formulation d'un critère de la signification de type vérificationniste, la difficulté resterait entière. Encore une fois, le métaphysicien a toute liberté de rejeter le critère en question, en arguant du fait qu'il n'a pas pris les mêmes décisions que l'empiriste relativement au choix d'un cadre linguistique, que les énoncés que lui reconnaît comme doués de sens ne sont pas nécessairement vérifiables ou confirmables au sens que les empiristes donnent à ces termes, ou encore, plus radicalement, qu'il ne pense pas devoir suivre la suggestion d'adopter le principe de tolérance. Certaines des critiques les plus vives ont été formulées par Thomas Moorman, qui estime qu'avec l'adoption du principe de tolérance et de la distinction corrélative entre connaissances théoriques et décisions pratiques, Carnap a été conduit à introduire dans sa pensée une profonde division entre une philosophie théorique typiquement rationaliste et une philosophie pratique
fortement inspirée par le romantisme, la lecture de Nietzsche et la Lebensphilosophie, orientation qu'il associe, pour le dire très rapidement, à quelque chose comme l'idée d'une libre création des valeurs, essentiellement subjectives. Orientation que Morman oppose à la tradition des Lumières, à laquelle on associe plus fréquemment la pensée des membres du Cercle de Vienne. Carnap aurait ainsi abandonné la question des valeurs à la vie, à l'expression d'un Lebensgefühl et à des tendances irrationnelles. De ce fait, c'est une véritable scission entre philosophie théorique et philosophie pratique qui marquerait le développement de sa pensée après l'adoption de la tolérance, scission qui l'aurait rendu incapable d'opposer aucune critique ou aucune véritable argumentation à la possibilité de choix irrationnels. Si les commentateurs s'accordent aujourd'hui, sur la base d'études biographiques et textuelles, à reconnaître que la philosophie de Carnap a effectivement été influencée par la pensée de Nietzsche et la Lebensphilosophie, il reste possible d'offrir une interprétation plus charitable de sa pensée que celle qui est proposée par Thomas Morman, et de montrer que la tolérance n'est pas nécessairement associée à l'irrationnel en matière de philosophie pratique. La position de Carnap sur la question des valeurs a longtemps été associée de manière quasi exclusive au non-cognitivisme, dont on a surtout retenu les formulations négatives des années 30, par lesquelles l'éthique normative et les jugements de valeur se trouvaient renvoyés au même titre que la métaphysique dans le domaine du non-sens. Le moins qu'on puisse dire est qu'une pensée des valeurs qui se limiterait à un tel amalgame serait effectivement très peu satisfaisante, ce que Carnap a du reste explicitement reconnu dans des textes ultérieurs. Elle dénoterait surtout une analyse d'une grande pauvreté si elle signifiait le rejet pur et simple de tout discours dans lequel figurerait un énoncé normatif, éthique ou métaphysique, au motif que ce genre de discours serait nécessairement dépourvu de sens. Bien qu'une telle lecture littérale des textes soit proprement absurde, c'est pourtant celle qui a été généralement retenue, ce qui peut expliquer que le plus souvent, on n'est pas jugé utile de chercher davantage à comprendre un auteur capable d'avancer des idées aussi évidemment contestables. Quiconque juge digne d'intérêt l'idée carnapienne de tolérance se doit donc de proposer une interprétation plus charitable du non-cognitivisme, option philosophique dont on sait qu'elle a suscité l'interrogation des commentateurs, y compris de ceux dont la position à l'égard de la tolérance carnapienne est beaucoup moins critique que ne l'est celle de Thomas Morman. Dans un texte qui est cité par Jacques Bouvresse, Gereon Wolters soulève le problème dans les termes suivants. Pourquoi un homme aussi conscient des problèmes moraux et politiques autour de lui, et si actif quand il s'agissait de faire ce qui dépendait de lui pour alléger la souffrance, ne prend-il pas en considération une approche des problèmes de normes et de valeurs qui ne les exclut pas complètement du discours rationnel? Autrement dit, pourquoi n'envisage-t-il pas une approche qui utilise des moyens rationnels plutôt que simplement la persuasion, l'influence par l'éducation, la séduction et d'autres choses du même genre? Il n'affronte jamais, pour autant que je puisse m'en rendre compte, la question de savoir pourquoi la réalisation de certaines normes et valeurs doit être favorisée par ces moyens éducatifs et pourquoi d'autres normes et valeurs ne méritent pas qu'on le fasse. Fin de citation la citation de Wolters. Dans son texte sur Carnap et l'héritage de l'Aufklärung, dans lequel ce passage de Wolters est cité, Jacques Bouvresse ajoute le commentaire suivant. Une des premières conséquences qui résultent de la conception émotiviste défendue par Carnap à propos des valeurs est évidemment l'impossibilité de justifier ces prises de position dans le domaine de la morale et de la politique en les mettant en rapport avec des convictions qui peuvent être considérées comme bien fondées dans le domaine de la philosophie théorique. Fin de citation. Il me semble que ces remarques, autant celles de Jacques Bouvresse que celles de Gereon Wolters, mériteraient d'être nuancées. Et je voudrais maintenant tenter d'expliquer pourquoi. Jacques Bouvresse note qu'à la différence du Russell de notre connaissance du monde extérieur, qui entendait séparer rigoureusement la résolution de problèmes théoriques en philosophie et sa propre action politique,
Carnap et ses amis du cercle de Vienne n'avaient guère de doute sur l'existence d'un lien entre la philosophie scientifique qu'ils entendaient promouvoir et l'orientation du combat politique qu'ils menaient dans les années 30. Le problème, comme le montre bien Jacques Bouvresse, est qu'on aimerait pouvoir comprendre quelle est la nature d'un tel lien, alors qu'il faut bien dire que les explications données sur ce point demeurent très en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Il importe cependant de bien saisir la nature du problème, en commençant par écarter un certain nombre de fausses difficultés. La difficulté n'est pas que Carnap resterait muet sur la finalité de son propre travail philosophique, car il donne à maintes occasions des indications sur ce qui est visé. Analyse des concepts scientifiques, clarification des problèmes philosophiques, contribution personnelle au développement collectif d'une philosophie de plus en plus scientifique. La difficulté n'est pas non plus, en dépit de ce qu'affirme Gereon Wolters, que Carnap ne donnerait aucune indication sur les raisons pour lesquelles la réalisation de certaines normes et valeurs devrait être favorisée, car il s'explique assez clairement, par exemple dans l'autobiographie intellectuelle, sur le lien tel qu'il le conçoit entre la dimension éthique de ce qu'il qualifie d'humanisme scientifique et le pan proprement théorique de la philosophie scientifique qu'il entend promouvoir. Enfin, et surtout, la difficulté n'est pas, contrairement à ce qui est souvent affirmé, que Carnap exclurait les normes et les valeurs du domaine du discours rationnel. On ne comprendrait tout simplement pas comment des discussions politiques et éthiques pour lesquelles Carnap manifeste un vif intérêt seraient possibles si tel était le cas. Il me semble que bien des commentateurs ont été égarés sur ce point par les affirmations tranchées selon lesquelles les jugements de valeur n'ont, comme les énoncés de la métaphysique, aucune signification, ce qui les a laissés supposer, à tort, que tout discours ou toute discussion relative aux valeurs devait être rejeté comme dénué de sens. Ce qui est affirmé dans de telles déclarations est que les énoncés en question n'ont pas de signification cognitive, comme l'explique Carnap à maintes reprises, ou encore qu'il n'existe aucun objet ou aucun concept dont ils exprimeraient la connaissance, ce qui n'est rien d'autre qu'une variation sur la formulation du non-cognitivisme. Le fait que Carnap ait lui-même très peu écrit sur le problème d'une analyse logique des jugements de valeur ou sur la possibilité d'une reconstruction rationnelle des raisonnements éthiques ne signifie pas qu'il estime qu'une telle analyse ou qu'une telle reconstruction soit impossible ou peu souhaitable, et encore moins qu'un langage dans lequel on tenterait d'exprimer un contenu non cognitif ouvrirait la voie à l'irrationnel dans le domaine de l'éthique. Au paragraphe 5 de l'introduction à la sémantique, par exemple, il mentionne le fait que très peu d'études ont été consacrées jusqu'alors à l'analyse logique des phrases non déclaratives, et il donne des indications bibliographiques sur l'analyse des ordres et des phrases qui expriment un devoir, ought sentences, phrases qui possèdent un contenu non cognitif. Ou encore, dans sa réponse à Abraham Kaplan sur la question des jugements de valeur, paru dans le volume Schilp, il esquisse la construction d'un langage qui comporte un opérateur modal pour l'expression d'un souhait ou d'une volonté, et soulève la question de l'analyse logique d'énoncés capable d'exprimer une variété de contenus non cognitifs, qu'ils soient optatifs, volitifs ou émotionnels. Le problème n'est donc pas que Carnap serait resté muet sur les valeurs qu'il entendait défendre, sur la manière dont il conçoit le lien entre ces valeurs et son programme d'une philosophie scientifique, et encore moins que la question des valeurs ou d'une détermination des décisions pratiques renverrait à l'inexprimable ou à l'irrationnel. Qu'une discussion rationnelle dans laquelle sont engagés des jugements de valeur soit possible ne fait aucun doute. Le problème est plutôt celui d'une compréhension des modalités d'une décision rationnelle lorsque cette décision n'est pas purement théorique, difficulté dont Carnap est d'autant plus conscient qu'il l'a lui-même mise au centre de ses travaux sur la logique inductive. Il est vrai que le type de décision dont il est question dans ses travaux est avant tout théorique. Mais dès la publication des fondements logiques de la probabilité, en 1950, il souligne la possibilité et l'intérêt qu'il y a à les appliquer tout aussi bien à l'évaluation des décisions pratiques. Ultérieurement, dans un texte intitulé « Logique inductive et décision rationnelle », il proposera de fonder la logique inductive sur une théorie du choix rationnel.
il est vrai que nous sommes très loin d'une application possible des travaux sur la logique inductive aux décisions pratiques dont il a été question précédemment, celles qui concernent le choix d'un cadre linguistique, même si l'on ne peut vraisemblablement pas tenir pour une pure coïncidence le fait que les deux textes majeurs dans lesquels il est longuement question des décisions pratiques, de deux points de vue certes très différents, à savoir les fondements logiques de la probabilité et empirisme, sémantique et ontologie, paraissent simultanément en 1950. En l'absence donc d'une théorie du choix rationnel capable d'éclairer les décisions qui sont prises en philosophie, la question qui demeure effectivement en suspens est celle de la justification de ces décisions. Pourquoi chercher à construire spécifiquement un langage pour la science unitaire dans lequel les mathématiques seraient reconstruites comme des énoncés analytiques et dont les formulations de la métaphysique seraient exclues? Renvoyer aux valeurs ou aux objectifs qui orientent de telles décisions, analyse des concepts, clarification des problèmes philosophiques, contribution au développement d'une philosophie scientifique, ne suffit pas à en comprendre les raisons. Mais les raisonnements et les discussions plus précises qui permettent de comprendre pourquoi la défense de ces valeurs conduisent aux décisions spécifiques qui caractérisent l'empirisme carnapien font partie des débats engagés avec les auteurs dont les idées et les textes sont discutés dans les différents articles et ouvrages de Carnap. L'une des décisions dont il s'agit présente un intérêt particulier pour la question qui nous occupe, celle du rejet de la métaphysique dans le domaine du non-sens, car elle nous permet de revenir sur la question initiale, celle des limites de la tolérance, dont on peut se demander si elle ne signifie pas le renoncement à tout véritable débat philosophique pour la résolution de questions proprement philosophiques. La première chose à dire sur ce point est qu'on a toute chance d'être égaré par une expression comme « rejet dans le domaine du non-sens », car le non-sens peut évidemment s'entendre dans des sens très différents, y compris, comme c'est souvent le cas, comme la simple absence de signification cognitive. Il est vrai que l'une des plus grandes faiblesses de la philosophie de Carnap, à cet égard, est certainement de n'avoir proposé aucune véritable analyse de la variété des contenus non cognitifs. Il fut un temps où l'examen de la critique de la métaphysique, tel que les empiristes logiques la concevaient, se focalisait sur l'échec des tentatives pour formuler un critère de la signification cognitive. Si les commentateurs s'attardent moins aujourd'hui sur cette question, ce n'est pas seulement parce qu'elle est généralement considérée comme réglée, mais aussi bien parce que cette approche ne nous apprend rien sur les raisons pour lesquelles Carnap préconise l'adoption d'un langage dans lequel les énoncés de la métaphysique sont dépourvus de signification cognitive. Ici encore, il importe de comprendre d'une part qu'il s'agit bien d'une question de décision, mais d'autre part que cette décision ne se prend pas dans le vide, et que la critique ne vise certainement pas indifféremment tout ce qui est susceptible de porter le nom de métaphysique. Il est assez significatif que la plupart des commentaires récents sur l'attitude de Carnap à l'égard de la métaphysique s'attachent à l'examen d'éléments biographiques, notamment sur la période allemande, celle qui précède son arrivée à Vienne, pour chercher à comprendre son attitude. Celle-ci est généralement interprétée comme la volonté de distinguer aussi soigneusement que possible ce qui relève de la connaissance proprement dite et ce qui relève de l'expression d'un sentiment de la vie, l'idée de Carnap étant que le métaphysicien cherche à exprimer un Lebensgefühl comme s'il s'agissait d'une connaissance, alors que la poésie ou l'art en général, à son avis, serait une forme beaucoup plus appropriée pour l'expression d'un tel sentiment. Mais alors que les auteurs du Manifeste du Cercle de Vienne avaient l'ambition de prouver que la métaphysique est dépourvue de signification, l'adepte de la tolérance reconnaît qu'il y a dans l'adoption d'un langage empiriste qui exclut la métaphysique, tout comme, à contrario, dans la décision de parler le langage du métaphysicien, une irréductible part de décision. Ce qui ne signifie pas que la décision d'adopter le langage du philosophe scientifique soit arbitraire, ni qu'elle implique aucune indifférence à l'égard d'autres décisions, et encore moins qu'aucun débat entre les auteurs dont les positions sont divergentes ne soit possible. De fait, sa position à l'égard des questions d'ontologie ne l'empêche nullement d'engager un débat avec des auteurs qui ne partagent pas ses vues, sans porter sur ces auteurs un jugement semblable à celui qui vise Bergson ou les représentants de l'idéalisme allemand. On peut se demander ce qu'ils penseraient de la métaphysique contemporaine, dans ses versions naturalisées, ou dans celles plus sophistiquées de la métaphysique scientifique réaliste, qui remettent profondément en question la distinction qu'ils cherchaient
justement à établir et à expliquer entre science et métaphysique. On peut simplement remarquer que la métaphysique scientifique contemporaine est à mains égards très éloignée de celle qui était visée par la critique des années 30, qui s'adressait à des auteurs très différents. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'il est possible de donner une interprétation du principe de tolérance qui, loin d'impliquer l'indifférence, en fait l'expression d'une position philosophique assumée, je ne dis pas d'une thèse, sur une condition de possibilité des discussions philosophiques rationnelles et la reconnaissance de certaines limites de cette possibilité. Il ne s'agit pas de mettre à l'index une liste de problèmes philosophiques, mais de décider, dans le cas d'un certain nombre de discours qui prétendent traiter de ce genre de problèmes, du moment où la discussion rationnelle s'arrêtera et où d'autres moyens de persuasion devront être mobilisés. Ce qui est requis pour qu'une discussion rationnelle soit possible, ce n'est pas, comme semble l'indiquer le principe de tolérance, que la position philosophique adverse soit effectivement exprimée comme la proposition d'adopter un cadre linguistique défini par des règles lexicales et grammaticales, mais plutôt que la position adverse puisse au moins être interprétée comme telle. Carnap lui-même est allé étonnamment loin dans ses travaux sur la sémantique, dans la direction d'une métaphysique des propositions et d'une métaphysique des propriétés, dans un style qu'il semblait justement vouloir écarter de ses propres recherches philosophiques, au point de devoir s'en expliquer dans le texte de 1950 sur empirisme, sémantique et ontologie, qui se termine sur une nouvelle formulation du principe de tolérance. Je cite : « Laissons à ceux qui travaillent dans un champ de recherche particulier la liberté d'utiliser toute forme d'expression qui leur paraît utile. Tôt ou tard, le travail accompli dans ce champ conduira à l'élimination des formes inutiles. Soyons circonspects quand il s'agit de faire des assertions et critiques quand il s'agit de les examiner, mais tolérants quand il s'agit d'autoriser des formes linguistiques. » Dans son article sur Carnap et l'héritage de l'Aufklärung, Jacques Bouvresse écrit : « De tous les membres du Cercle de Vienne, Carnap était certainement l'un de ceux qui étaient le plus portés naturellement à rechercher le dialogue avec l'adversaire. Mais les expériences qu'il a faites dans ce domaine semblent avoir été suffisamment décevantes pour le convaincre qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les êtres humains se comportent de façon plus rationnelle dans la pratique de la philosophie et dans la discussion philosophique qu'ils ne le font à peu près partout ailleurs. C'est une expérience qui a dû être douloureuse pour un homme qui est resté en même temps convaincu qu'on ne peut pas renoncer, sous peine de voir l'activité philosophique se transformer en un non-sens pur et simple, à exiger des philosophes qu'ils fassent au moins un effort minimum pour rendre ce qu'ils affirment compréhensible et accessible à la discussion rationnelle. » Fin de citation. Il me semble que le principe de tolérance donne l'une des conditions minimales aux yeux de Carnap pour qu'une discussion philosophique rationnelle soit possible, à savoir qu'on puisse au moins interpréter ce qui est dit par l'interlocuteur ou l'auteur dont on examine la pensée comme l'expression de règles qui déterminent quelle sorte de langage il souhaite adopter. Merci beaucoup. Merci infiniment, Pierre. Donc, je propose que Jacques rejoigne de nouveau le bureau et que nous commencions donc peut-être... Non, mais je voudrais surtout pas... Si, mais je souhaiterais que tu monopoliser, pardon. Il me semble que nous souhaitons tous dialoguer avec toi, mais peut-être faut-il commencer par le commencement et que Pierre, qui a fait ce magnifique exposé, dialogue d'abord avec toi, après quoi je propose que la salle intervienne pour poser des questions. Nous avons à peu près une quinzaine de minutes serrées, n'est-ce pas? Donc, peut-être, Jacques, peux-tu commencer à t'exprimer sur ce que vient de dire Pierre Wagner? Comme je suis à peu près totalement d'accord avec ce qu'a dit Pierre Wagner, y compris lorsqu'il a formulé quelques réserves à l'égard de ce que j'ai essayé moi-même de dire sur la question, je vais me concentrer d'une ou deux remarques
brève. D'abord, il y a une chose très remarquable dans le cas de Carnap, qui est en même temps douloureuse, c'est que, d'après tout ce qu'on sait de lui, c'était un des hommes les plus tolérants qu'on puisse rencontrer, et il passe à peu près invariablement pour un sectaire abominable. Là, ça, c'est spécialement en France. Alors, je dois dire à ce propos, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de Carnap par des gens qui l'avaient très bien connu, notamment par Quine, par Goodman et par Putnam, qui m'ont tous dit exactement la même chose, à savoir que, humainement parlant, Carnap était un homme tout à fait exceptionnel. Je dois dire que je regrette personnellement de ne pas l'avoir connu. Je dis souvent que je ne regrette pas particulièrement de n'avoir pas connu Wittgenstein. Je n'aurais pas pu le connaître puisqu'il est mort en 1951, mais je ne suis pas du tout sûr que je me serais bien entendu avec lui. En revanche, probablement assez bien avec Carnap. Donc, c'était un homme extraordinairement tolérant. Pierre a évoqué une question qui est parfois soulevée, c'est-à-dire qu'on peut observer chez lui une certaine tendance à l'évitement de la discussion philosophique, ce que certains appelleraient l'escapisme philosophique. Alors, je pense que ce qu'on peut dire à ce propos, c'est que, comme beaucoup d'entre nous, c'était quelqu'un qui était toujours prêt à discuter, mais qui, dans certains cas, se rendait compte que c'était tout à fait inutile. Alors, c'est un problème qu'on a constamment à résoudre, parce que, aussi tolérant qu'on puisse être, il faut à un moment donné se demander s'il est ou non utile de se lancer dans une discussion. Et je crois que ce qui s'est passé dans le cas de Carnap, c'est qu'il était extraordinairement désireux de discuter, y compris avec des gens qui défendaient des positions extrêmement éloignées des siennes. Par exemple, dans la controverse avec Popper, c'est évident que celui qui est tolérant, c'est Carnap. Ça n'est pas Popper. Bon. C'est Carnap qui fait les plus grands efforts de compréhension, qui souhaiterait toujours pouvoir pousser la discussion un petit peu plus loin, et puis, bon, qui est obligé à un certain moment de se rendre compte que malheureusement, ce n'est pas possible. Et Pierre, tu as évoqué le fameux épisode de la confrontation avec Heidegger, bon, qui est extrêmement intéressant, parce que Carnap a participé, on a là-dessus aujourd'hui beaucoup plus de détails, à la fameuse confrontation de Davos, entre Heidegger et Cassirer. Et j'ai dû citer quelque part une lettre qu'il a écrite par la suite, où il parle de son intention de revenir à Davos, c'est-à-dire il a songé à assister à nouveau à ces fameux cours de Davos, et là il exprime effectivement son découragement extrême devant le comportement pour le moins irrationnel de la plupart des philosophes quand il s'agit de discuter. Donc je crois que tu as cité effectivement un passage où il est question du découragement qu'il a ressenti, et qui je crois l'a amené à considérer que effectivement il faut être tolérant, il faut être toujours prêt à accepter la controverse, mais il y a des gens avec qui il est tout à fait inutile d'essayer de discuter. Ce n'est pas de l'intolérance, c'est simplement une prise de conscience du fait que ça ne pourrait mener rigoureusement à rien. Mais de ce point de vue-là, il est dans une situation, encore une fois, qui n'a rien d'exceptionnel, c'est celle de chacun d'entre nous, aussi tolérant que nous puissions être. Bon, je ne vais rien ajouter pour le moment, parce que j'aimerais que la salle ait l'occasion de s'exprimer largement.